Donc une petite introduction sur cette exposition. Dans un monde assisté par les algorithmes, où nos décisions sont expliquées grâce aux neurosciences et aux sciences sociales, qu'est-ce que ça signifie de faire un choix aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça voudra dire de faire un choix demain? Donc les événements qui sont proposés par l'ESPGG, donc l'Espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, permettent d'approfondir plusieurs thématiques. Et ce soir, on est sur la thématique du choix face au risque. Donc ce soir, on a deux invités. On a Madame Sarah Perret et Monsieur Christian Schmitt. Je vous propose de commencer par Monsieur Schmitt, si ça vous va. Oui, oui, tout à fait, merci. Alors, je commence d'abord parce que je suis économiste et que, à l'origine, et que, effectivement, c'est un problème auquel les économistes ont été très vite confrontés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un choix et par qui et dans un univers incertain. Alors, on peut, partant de cette interrogation qui était fondamentale, qui a commencé dès le début de l'histoire, maintenant la longue histoire de la pensée économique, de la théorie économique, je crois qu'il faut déjà partir d'une idée, qu'est-ce qu'un choix lui-même dans un univers incertain? Alors il y a déjà deux idées à mettre en évidence. La première, c'est que c'est d'abord une anticipation. C'est intéressant, nous le verrons après dans ses conséquences au niveau des neurosciences. C'est-à-dire le cerveau doit anticiper un avenir, un état du monde, comme on dit, différent, qui est celui du futur. Ensuite, il y a quelque chose qui est amusant dans la différence entre l'anglais et le français. En France, on prend une décision. La traduction en anglais, c'est to make decision. Et donc, c'est une petite subtilité amusante. En France, on la prend. Dans le monde anglo-saxon, on fait sa décision. Et cette notion de faire une décision est effectivement aussi un facteur sur lequel je reviendrai, en étant intéressé aux neurosciences, donc j'y reviendrai. Voilà pour les bases de la notion de choix. Alors, on suppose qu'il y a toujours des alternatives. C'est très rare que... Si on n'a pas d'alternative, on n'a pas de choix. Donc, alternative, anticipation et prendre une décision. Alors, l'incertitude, l'autre volant, là, les économistes, très vite, ont introduit, et j'aimerais qu'on en rediscute, un certain nombre de catégories assez claires, je dois dire, même si aujourd'hui on les discute, les distinctions entre trois notions fondamentales. Premièrement, il y a l'incertitude, c'est-à-dire on ne sait pas ce que sera demain. On sait que ça n'est pas sûr. C'est déjà une. L'incertitude, c'est que c'est incertain. On suppose que. Après, il y a une incertitude qui devient mesurable. Et à ce moment-là, on lui donne un nom, c'est le risque. Et la distinction entre l'incertitude et le risque, qui date de Frank Knight, c'est, bon, des années 1920, c'est ancien, c'est le risque, c'est une incertitude mesurable. Alors maintenant, est-ce qu'on est très avancé avec mesurable? Réponse, non, pas tout à fait. D'abord parce qu'on verra comment on la mesure. Ensuite, parce qu'il y a au moins deux modalités. Il y a la mesure objective. Bon, on vous donne des probabilités que l'on calcule selon certaines règles. Et puis, il y a vous-même qui, dans votre cerveau, fabriquez des probabilités. Quand vous avez remarqué que deux fois sur trois ça marchait, vous avez dans votre cerveau, on appelle en termes techniques un mécanisme bayésien, c'est-à-dire qu'on a du passé introduit une idée de probabilité qui est subjective. Votre système de probabilité n'est pas le mien, et vice-versa. Et puis il y a l'entre-deux. On vous donne des probabilités objectives, avec tant de pourcents dans une loterie, ou non, mais vous allez, avec vos cerveaux, les transformer en fonction de vos souvenirs en probabilités subjectives. Vous voyez que le problème n'est pas simple. Et puis enfin, il y a une notion qu'on a redécouvert récemment, qui aujourd'hui intéresse beaucoup, notamment les neuroscientifiques, je vous dirai pourquoi, c'est l'ambiguïté. Alors qu'est-ce que c'est que l'ambiguïté en termes techniques, en dehors de son sens littéraire? C'est très simple, si j'ose dire, c'est le cas où vous avez des probabilités incomplètes. Un exemple, supposons
que vous ayez 3 états du monde, comme on dit, possibles, A1, A2, A3, puis vous avez une probabilité de A1, et puis une probabilité de A2 ou A3. Donc elle est incomplète. Et à ce moment-là, vous êtes dans une situation ambiguë. Et ce qui est très intéressant qu'on a découvert, d'abord c'est une situation fréquente, contrairement, ce n'est pas du tout un cas particulier. Dans bien des cas, on a des probabilités incomplètes. Ensuite, ces probabilités incomplètes vont effectivement engendrer dans nos cerveaux des difficultés, plus de difficultés que sur l'ambiguïté, puisqu'il y a eu une ambivalence, et on étudie depuis longtemps, maintenant, depuis quelque temps, la manière dont nous réagissons aux situations ambiguës. Alors voilà quelques points de départ, je ne vais pas monopoliser la parole, qui est l'apport des économistes là-dessus. Alors peut-être une dernière catégorie intéressante, je crois, et la plus récemment mise en évidence, non pas par les économistes cette fois-ci, mais par les économistes et les neurosciences, j'y reviens, tout récent. On a observé qu'à l'intérieur de l'incertitude dans son sens global, il y a elle-même 2 sous-catégories, et qui est liée à un mécanisme mental important que j'ai cité au début. Il y a l'incertitude attendue, c'est-à-dire vous vous attendez, ou c'est un risque d'incertitude, mais vous attendez quelque chose, et vous n'êtes pas surpris. Bon. Et puis, il y a l'incertitude inattendue, c'est-à-dire il vous arrive quelque chose que vous n'aviez absolument pas, qui était hors de votre champ de conscience. Je vais prendre un exemple simple. Maintenant que j'ai dit, vous n'y croirez plus, comme inattendu. Mais si je vous dis, si subitement vous voyez un tigre arriver ici, je pense qu'aucun d'entre vous, avant de l'évoquer, n'ait envisagé l'hypothèse qu'un tigre pouvait arriver ici. Et pourtant, pourquoi pas? Bon. Et donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, notre réaction face à une incertitude attendue, inattendue, est complètement différente. Le cerveau ne travaille pas du tout de la même manière. On ne va pas du tout rechercher, comme je vous l'exposerai tout à l'heure, le mécanisme normal. On va chercher dans tous les sens qu'est-ce que ça peut évoquer, pourquoi, etc. On a une mobilité extraordinaire. Alors, voilà une autre distinction plus récente qui a été apportée. Bon, je pense qu'à partir de ce schéma, de ces grandes catégories, on va pouvoir discuter. Mais si déjà vous avez besoin d'éclaircissement sur tel ou tel de mes points, je suis prêt à y répondre tout de suite. Après, je laisse la parole à la co. Est-ce que vous avez des questions? Je me demandais si c'était peut-être prématuré d'en parler maintenant, mais quand vous dites qu'il y a le risque mesurable en position de la simple incertitude. Oui. Il est mesurable, mais avec une certaine incertitude sur la mesure. Oui, alors, après, il faut rentrer. Quelle mesure? Quel est le degré de fiabilité d'une mesure? Et c'est pas quelle mesure, c'est quelle mesure au pluriel. Puisque quand vous avez un phénomène, vous avez généralement plusieurs mesures qui en sont données selon l'instrument de mesure qui est utilisé. Alors, pour des phénomènes sociaux, alors dans les exemples classiques, on se donne des probabilités objectives comme ça, d'où elles viennent, mais elles sont censées être la mesure appropriée aux états alternatifs. Alors, l'idée de base, c'est si l'état S se produit, les états S2, S3 qui sont prévus au départ ne se produiront pas. C'est déjà un élément. Maintenant, avec quelle probabilité, vous avez raison, tout dépend de l'instrument. Mais l'idée d'une mesure en termes de probabilité est une mesure, je ne dis pas que ce soit la seule, enfin, c'est la mesure largement admise. Alors, maintenant, mathématiquement, vous avez pléthore de formules pour mesurer une incertitude. Est-ce qu'on... Voilà, pas d'autres questions? Ça viendra peut-être après. J'ose croire que c'est clair. Ça viendra. Alors bonjour à tous, et puis merci de me donner l'occasion de répondre un petit peu et de discuter avec vous. Notamment ce qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire, c'est cette question justement de la catégorisation, hein, la catégorisation du risque. Alors moi je ne suis pas économiste, je viens
plutôt des relations internationales et des sciences politiques, et donc je me suis intéressée, moi, plus particulièrement aux politiques publiques. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, pour rebondir justement sur ce que vous venez de dire, on constate qu'il y a une tendance à vouloir catégoriser désormais dans les politiques publiques de plus en plus d'enjeux dans cette catégorie du risque. Alors, on pourra peut-être en rediscuter, mais pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis, moi, par exemple, arrivée à travailler sur cette question du risque, alors qu'à la base, je ne travaillais pas du tout sur cette question-là, eh bien, c'est parce que, justement, au fur et à mesure, donc, moi, mes objets de recherche portent sur la nationalité, sur les politiques d'immigration, donc ça a été mon point de départ, et puis au fur et à mesure, en travaillant sur ces objets-là, je me suis retrouvée à travailler sur les politiques de sécurité, et puis sur les politiques antiterroristes, et in fine sur la gestion, quelque part, politique du risque terroriste. Donc, vous voyez, on voit qu'en tirant un petit peu cette ficelle, on voit que politiquement, eh bien, il y a désormais de plus en plus un enjeu à catégoriser un objet comme étant un risque. Alors pourquoi, évidemment, donc, il y a cette question, et c'est là où je trouve très intéressant votre catégorisation, enfin, en 3 niveaux, et j'avoue que je n'avais pas perçu forcément cette catégorie de l'ambiguïté, mais que je trouve du coup très intéressante. Mais c'est vrai que moi, dans mes travaux, ce que je constate, c'est qu'il y a évidemment 2 notions d'incertitude qui sont propres à la question du risque, et donc ce que vous avez souligné, hein, cette incertitude qui reste incertaine, peu probable, peu anticipable, et on a le risque qui va être, lui, plus mesuré, plus mesurable, avec la possibilité de l'anticiper, de mettre en œuvre éventuellement un mécanisme de probabilité pour être capable de l'anticiper. Donc il y a tous ces éléments-là. Or, quand on traite de la question du risque politique, eh bien, on se rend compte que le risque politique, lui, est profondément empreint d'incertitude. Et donc là, il y a des difficultés à mesurer ce risque, puisque ce sont des risques qui sont profondément marqués par des facteurs qui touchent à l'humain. Et donc ces facteurs qui touchent à l'humain sont, pour le coup, plus difficilement mesurables que peut-être des risques financiers ou environnementaux, etc. Donc on a cet enjeu-là. Donc pour vous situer un petit peu ce qu'on entend par risque politique, évidemment, donc j'évoquais aujourd'hui le risque terroriste, qui est un petit peu le risque emblématique et très à la mode, dont on parle beaucoup dans les politiques publiques, mais vous retrouvez par exemple la question de la corruption ou encore tout simplement des risques de guerre, d'instabilité politique. Hein. Donc le risque politique, c'est celui qui va venir déstabiliser les institutions et le fonctionnement habituel d'un État, et en même temps de tout un système. Alors c'est là où on pourra en discuter, mais c'est vrai que en fonction de la discipline et du background qu'on va avoir, on a tendance à aborder ces différents types de risques par catégorie. Alors certains vont s'intéresser uniquement aux risques financiers, d'autres aux risques cyber, aux risques politiques, etc. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement, on a un cloisonnement aussi dans l'analyse de risque. Or, je crois que désormais, on a, en tout cas quand on s'intéresse au risque politique, on se rend compte que ce cloisonnement, il n'est finalement que conceptuel. Alors certes, il nous aide peut-être à penser, mais il y a profondément, je pense, une interpénétration de toutes ces formes de risques qui aujourd'hui jouent les uns sur les autres et qui poussent sans doute à penser en tout cas ces notions de risque de manière un petit peu plus transversale. Je m'arrêterai là peut-être pour lancer un peu la discussion. Deux remarques. D'une part, pour les distinctions de nature, le risque dépend du projet et de l'anticipation. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez prendre un risque ou prendre une décision, c'est lié à un projet. Donc l'incertitude n'est pas complètement neutre, en tout cas dans l'univers humain. Alors,
L'univers physique, c'est une autre question. Dans l'univers humain, le risque est nécessairement lié au projet. Et par conséquent, il va s'analyser de manière différente selon la nature du projet. Je vais prendre l'exemple qui m'est familier. Si mon projet, c'est de placer de l'argent, exemple classique de l'économiste, effectivement, les règles et ce que je vais mesurer et les règles d'anticipation ne seront pas les mêmes que si je suis un gouvernant menacé par l'arrivée d'un groupe hostile. Parce que le projet n'est pas le même. Et autre, alors ça fait quelque chose d'intéressant parce qu'on peut creuser et raffiner l'analyse du risque en partant des incertitudes liées à la nature singulière de chaque projet et du domaine de chaque projet. Alors l'autre chose qui est, alors inversement, qu'on va retrouver à peu près partout, que je n'ai pas assez signalé, c'est la temporalité. Je m'explique. Un risque, c'est autant T0 aujourd'hui, je vais me pencher sur une situation qui est future, important, et qui est future à une certaine échéance. Ce n'est pas la même chose de prévoir le risque pour demain, pour 3 mois ou pour 6 mois. Alors évidemment, c'est de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que l'incertitude est directement reliée, on dirait presque mathématiquement, au déroulement du temps. Bon. Et ça aussi, c'est très important, puisque le risque, comme on dit dans le domaine économique qui m'est cher, ou plus familier, disons, il y a le court terme et le long terme. Faire du risque à court terme, ce n'est pas la même chose que envisager le risque ou le mesurer à plus long terme. Avec le problème de le transporter. Alors je ne sais pas si vous retrouvez ces catégories. La première différence, vous devez la retrouver par projet. En revanche, est-ce qu'on clairement on fait des distinctions par longueur de l'horizon? Long terme, court terme, moyen terme. Ça, oui, forcément, les gouvernants mettent en place des politiques publiques qui vont être capables d'anticiper dans le temps long un certain nombre d'éléments. Je pense notamment à des verrous pour, par exemple, anticiper la corruption. Mais il y a d'autres types de risques, et c'est là où je trouve que, par exemple, le risque terroriste est particulièrement intéressant, où on constate, surtout ces dernières années, une temporalité justement extrêmement réduite dans la façon de réagir. C'est-à-dire qu'il faut être dans l'action, avant l'analyse quelque part. Et c'est quelque chose qu'on retrouve de manière je pense déjà au temps de la guerre d'Algérie, où on a mis en place des instances d'exception, hein, la Cour de sûreté, par exemple, pour justement initialement traiter le terrorisme de l'OAS, et puis plus récemment, évidemment, l'état d'urgence que l'on a mis en place une journée après les attentats de novembre. Donc il y a cette volonté d'agir de la manière la plus rapide possible, on retrouve un petit peu ces mêmes mécanismes avec, je dirais, à chaque fois, 3 éléments qui se répètent, c'est-à-dire le premier élément, ce serait finalement le constat de quelque chose de terrible, que quelque chose de terrible vient de se produire, évidemment, mais quelque chose qui est tellement terrible qui menace finalement l'ensemble de la communauté. C'est le premier élément qu'on va retrouver face à ce type d'attaque. Le deuxième élément, c'est de constater que cela implique une action immédiate. Faut agir tout de suite. Il y a vraiment cette idée d'agir le plus rapidement possible. Et donc, la question, c'est comment agir le plus vite possible sans avoir ce temps d'analyse et de réflexion. Eh bien, le plus souvent, en tout cas, c'est ce que moi j'ai pu observer, eh bien, on agit à travers une loi. On va légiférer. Alors, ça va être des mesures d'exception, qui vont être provisoires, puis ensuite qui vont s'instaurer dans le temps un peu plus long. Mais il y a cette idée vraiment que finalement le dispositif juridique qui est en place ne suffit pas à répondre à la situation actuelle, et donc on va agir pour montrer aussi aux citoyens que en tant que garant de leur sécurité, il y a en tout cas une action des gouvernants
face à cette sidération que produit justement la menace terroriste. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un risque un petit peu à part en ce sens-là, hein, par justement l'effet de sidération qu'il produit, aussi par la forte charge émotionnelle qu'il produit. Hein. Il ne suscite pas le même type d'émotion que lorsqu'on découvre de la corruption ou une certaine déstabilisation politique. Voilà, il y a vraiment ce côté par rapport justement à cette temporalité de l'urgence à agir, l'urgence absolue en fait ici. Et du coup, en tant qu'expert, est-ce que vous êtes consulté ou est-ce que vous n'êtes pas du tout consulté? Quelle est votre responsabilité du coup dans l'application de, par exemple, ces lois? Alors c'est un petit peu, c'est une question qui n'est pas facile parce que il y a des experts qui sont consultés, mais la question pour nous scientifiques, c'est qu'est-ce qui constitue l'expert pour le décideur politique. Et donc là, je crois que c'est propre au champ académique, universitaire français. Selon les disciplines, il ne va pas y avoir les mêmes degrés d'expertise. En tout cas, on ne va pas faire appel de la même façon à cette expertise. L'autre point, il s'avère que moi, je me suis retrouvée à conseiller sur un champ très, très restreint, mais sur justement mettre en place un organe, en fait, qui permettrait ce transfert de connaissances entre les sciences humaines et sociales sur les questions de prévention du terrorisme et de la radicalisation. Mais ça reste, encore une fois, de l'ordre de la volonté politique qui reste assez marginale en France, je dirais. Chose que vous ne retrouvez pas du tout, par exemple, aux États-Unis, où aux États-Unis, les experts, ce sont les universitaires que l'on va consulter régulièrement. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais rebondir, qui est effectivement pas spécifique, mais qui est spécifique au phénomène que vous décrivez. Enfin, c'est le caractère collectif, qui entraîne effectivement, qui a un effet sur le risque. Alors, on a des mécanismes connus, hein, la panique, les problèmes de mimétisme. Hein. Quand vous faites quelque chose, vous regardez ce que font et que vous ne savez pas quoi faire, compte tenu du timing, vous regardez ce que font les autres. Et la tendance, c'est de copier. Alors, bon, dans le domaine financier, on le connaît, mais dans le domaine politique également. Il y a donc un phénomène qui change de dimension lorsqu'il est collectif. Et effectivement, la limite des présentations que j'ai fait initiales sont très économiques, c'est qu'on part d'un agent individuellement. En fait, quand on a des agents collectifs, la situation change. Et le risque lui-même est transformé par le fait qu'il est collectivement perçu et combattu. Et ça, cette dimension. Et on ne connaît pas encore très bien tous les mécanismes, j'allais dire, sociaux qui interviennent dans la diffusion d'un risque. Alors, j'en rajoute un point, c'est que si on accélère l'information, alors là on est dans le technique, hein, puisque j'ai eu que vous regardiez sur les algorithmes, voire même l'intelligence artificielle, c'est pire que tout, parce que vous accélérez le rythme. Donc votre temps de réaction est beaucoup plus court, et comme le cerveau est relativement lent, j'insiste dessus pour travailler dessus, il y a une limite en deçà duquel on ne va pas. Et c'est un organe assez lent. Donc si on lui donne une sorte on le booste à une vitesse au-dessus de sa capacité de raisonnement, on se heurte à de sérieuses difficultés, et à ce moment-là, on crée un nouveau risque. En d'autres termes, un risque initial dans un système qui accélère son temps, qui est collectif, va engendrer d'autres risques. Et à ce moment-là, on a une cascade de risques. Alors, si je peux me permettre de rebondir, ça me fait penser aux travaux d'une chercheuse qui s'appelle Côté Boucher, qui a travaillé justement sur la technologisation des frontières et notamment sur comment le travail des douaniers a été remplacé par tout ce qui est système biométrique, innovation technologique, etc. Et ce qu'elle constate,
donc elle a étudié sur un temps long, justement le savoir-faire de ces douaniers qui se retrouvent donc aidés, entre guillemets, par ces technologies. Eh bien, en fait, on constate que cela crée de nouveaux risques. Oui, tout à fait. Parce que, justement, cette routinisation des technologies, qui donc sont souvent d'ailleurs aidées par l'intelligence artificielle, du machine learning, etc., donc qui sont censées s'adapter et évoluer et s'améliorer avec l'expérience, et bien en fait, là où les douaniers avaient une certaine compétence assez particulière, c'est-à-dire de réussir à détecter les cas les plus justement particuliers, eh bien désormais la technologie qui fonctionne en routinisation, elle n'est plus capable d'imaginer de nouvelles formes de transgression. Et les douaniers qui, eux, avant, étaient capables de détecter cette nouvelle forme de transgression, eh bien, ont perdu leur expertise de par l'aide de ces outils, et donc ne sont eux-mêmes plus capables de détecter. Donc finalement, on se retrouve dans cette situation où eh bien, les hommes, quelque part, se sont aussi adaptés à la technologisation, en l'occurrence ici, des frontières, on fait preuve de plus d'imagination, en tout cas, que les technologies, pour être capables de les contourner. Donc c'est là où il y a des choses qui sont très intéressantes, parce qu'on voit par exemple, il y a tout ce courant qu'on appelle le courant le solutionnisme, où eh bien, il y a cette idée que chaque problème pourrait être résolu grâce à la technologie. Et on voit par exemple, je pense à un autre exemple très récent du Brexit par exemple. Vous savez qu'un des points vraiment délicats dans les négociations du Brexit, c'est la frontière avec l'Irlande du Nord. Et donc, Theresa May avait quand même mis sur la table comme proposition pour régler cette histoire de frontière, et bien de créer une smart border, donc c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle soit intégralement technologisée, qu'on puisse avoir une frontière libre de douaniers, mais avec des caméras, de la reconnaissance faciale, etc. etc. Donc voilà, donc ça n'est pas passé, je ne pense pas que ça passera, mais on voit qu'il y a vraiment cette tendance à chercher des solutions vraiment à différents types de problèmes derrière cette technologisation, encore une fois, qui est censée répondre à un risque, mais en crée d'autres. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des questions déjà. Les ordres de bourse, c'est entièrement automatisé. Les BlackRock et compagnie, où est-ce que c'est là? Il y a les stochastiques, les moyennes mobiles, Oui, etc., etc. Oui, alors effectivement, la connexion fait que derrière il y a un calcul et que etc. Ça c'est vrai. Déclenche l'ordre, Oui. sans intervention de l'homme. Ce qui explique tout ça. Oui, oui. Alors justement, ce qui pose un problème quand on leur demande un programme. Parce qu'ils réagissent, mais ils n'agissent pas. Ils réagissent par des connexions plus denses. Une densification des connexions engendre une réactivité, mais moins moins d'unité, moins d'organisation. Alors, il y a un facteur qui n'a pas été encore évoqué dans le côté humain de la relation au risque, c'est qu'on n'est pas neutre face au risque. En dehors du collectif, il y a des gens qui aiment le risque. Il y a des gens qui sont averses au risque. Les assureurs connaissent ça très bien. Et effectivement, ça engendre des comportements déviants, en quelque sorte. L'exemple extrême, c'est le joueur et l'addiction. Il faut voir que l'addiction, elle n'est pas uniquement les drogues. Vous pouvez être addictif à tout. On a découvert, par exemple, depuis longtemps, puisque un grand économiste a parlé de l'addiction rationnelle. Il y a une certaine rationalité dans l'addiction de répéter quelque chose qui vous plaît. Mais on peut être addiction au jogging. À la limite, bon. Et donc, ce côté, effectivement, attitude, j'allais dire, psychologique face au risque est important. En revanche, il y a des gens qui sont complètement averses au risque. Dès qu'ils aperçoivent un risque, ils sont bloqués. Donc, il y a une distribution des attitudes affectives au risque qui est très variée
et qui entraîne évidemment des résultats inattendus. Ça me semble important quand on a également, après le caractère statistique, il y a une dimension humaine. Alors on a maintenant découvert, je reviens à l'idée de projet, c'est qu'un projet face au risque, nous avons une attente. Cette attente, souvent, c'est ce qu'on appelle, ce qu'un neurologue connu a appelé le circuit de la récompense, parce que c'est un circuit cérébral où on attend d'être récompensé d'avoir pris sa décision. Et on attend un profit, mais le profit, il n'est pas nécessairement matériel, ça peut être un profit psychologique, etc. Et quand on ne l'a pas, on a un regret. On a même des regrets anticipés. C'est-à-dire que, par exemple, on ne veut pas prendre la décision qui vous pousserait à le regretter parce qu'il y aurait... Bon, là aussi, le problème du choix est une science compliquée. Il faut y intégrer tous ces éléments de regret, d'attente du plaisir, la récompense. Et chacun, selon ses tendances, va le régler à sa manière. Donc c'est tout un jeu très compliqué de notre attitude de prise de décision dans un univers décrit comme risqué, qui est notre univers. Car on ne réduira pas le risque à rien. Mais on peut imaginer un monde extraordinaire où il n'y aurait pas de risque. Mais est-ce que nous aurions envie de vivre? Est-ce qu'il n'y a pas dans le risque un élément biologique presque nécessaire? Je m'interroge sur un monde sans risque. Oui? Une question. J'ai une question qui est peut-être un petit peu candide, n'étant pas un spécialiste comme vous, monsieur Schmitt, de notre sujet, mais je suis un petit peu frappé, je formule peut-être l'hypothèse que nos sociétés contemporaines sont de plus en plus averses au risque. Et si cette hypothèse se vérifie, je me demande un petit peu pourquoi. J'ai peut-être 4 raisons de penser que c'est le cas, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une dégradation des capacités cognitives des gens, induite notamment par la multiplicité d'informations et certaines nouvelles technologies? Est-ce qu'il n'y a pas une multiplication du champ des projets possibles? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des difficultés d'évaluation qui, je perds ma 4e idée, mais c'est peut-être pas grave, qui aboutiraient toutes justement à une incapacité à faire des choix. Ah oui, la 4e idée, pardon, c'est peut-être la multiplication des risques eux-mêmes. On vit dans un monde extrêmement troublé où les risques abondent. Donc est-ce qu'au total, compte tenu de ces 4 tendances, vous ne croyez pas que nos sociétés sont incapables de prendre des décisions, de prendre des risques? Oui, alors il y a une paralysée, c'est certain. Alors est-ce que c'est la multiplicité des risques ou c'est la multiplicité d'informations sur les risques? Car il serait très difficile de dire qu'aujourd'hui le monde est plus risqué ou moins risqué qu'hier. En revanche, on a une information, un avertissement qui est infiniment supérieur. D'où l'impression de plus de risques. Mais c'est peut-être un biais. Pour répondre à votre dernière question. En revanche, sur les premiers groupes de questions, je suis d'accord et je pense que vous ne me contredirez pas. C'est vrai que le cerveau des plus jeunes, il y a une tendance à réduire le temps de réflexion, on revient à ça, au profit de la réaction. C'est-à-dire que le fait, vous disiez vous-même dans notre aparté, que les gens de première année, ils lisaient moins. Oui, mais à travers la lecture, c'est pas simplement la lecture, c'est la réflexion, c'est la prise de distance. Alors, attention, réflexion, ça prend du temps, et c'est coûteux pour le cerveau. Aujourd'hui, les spécialistes ont une mesure du coût cérébral. Alors, on évite le coût, on prend moins de temps. Oui, mais alors du coup, on est désarmé. Et peut-être est-ce là aussi une voie de l'évolution. Moi, je compléterais ce que vous dites, je suis d'accord avec vous, peut-être aussi par la perception même que l'on a du risque.
parce que finalement, lorsque vous faites peut-être un sondage, eh bien le risque, il est perçu comme quelque chose de plutôt négatif, et pas comme quelque chose de positif. Et c'est vrai que j'ai bien aimé justement votre développement qui montrait que le risque pouvait aussi avoir quelque chose, justement une dimension assez positive, et que ce n'était pas nécessairement une menace dans son intégrité physique, morale, etc. Il y a cette idée, bon, on perd, on gagne, mais est-ce que vraiment cela a un impact négatif sur nous? C'est aussi une question qu'il faut, en tout cas, je pense, se poser. Et je crois qu'on est quand même aussi dans un discours global où eh bien, le risque est perçu comme quelque chose de nécessairement négatif et qui du coup pousse à s'en prémunir de ce... Mais est-ce que c'est pas certaines sociétés, hein? Est-ce que nous n'avons pas, par exemple en France... C'est très culturel, et c'est pour ça que je disais la dimension humaine est très importante. Parce qu'il y a eu toute une période où le risque, et aux États-Unis, était largement privilégié. La prise de risque était un facteur positif. Aujourd'hui, il est plutôt un facteur négatif. Ouais, tout à fait. Chez nous, en tout cas. Oui, c'est vrai. Sinon, on serait pas une société de l'assurance. On serait pas allé dans l'espace. Oui, on veut couvrir les risques, comme on dit. D'où la croissance des mutuelles. Mais je pense qu'il y a vraiment cette idée aussi, de plus en plus, qu'on pense le risque comme, en tout cas, un pendant de la sécurité. Donc, il y a cette idée que, vu que c'est un pendant de la sécurité, il faut donc se protéger de ce risque et en même temps s'assurer, et là on revient avec cette notion des assurances, etc., de s'assurer que ce danger ne se concrétisera pas. Donc prévention et en même temps protection. Par anticipation. Ouais. Par rapport à ce que vous disiez sur la société sans risque, même si on peut se poser des questions sur est-ce qu'on aimerait vivre dans une société sans risque, on a quand même l'impression que c'est l'horizon. C'est-à-dire, dans tous les domaines, tout est fait pour réduire sans cesse le risque. Donc, asymptotiquement, on a l'impression que l'idéal, même s'il n'est pas atteignable et peut-être qu'il n'est pas souhaitable de l'atteindre, mais en tout cas, la démarche qu'on voit dans tous les domaines, que ce soit dans l'aviation, dans la rue, la sécurité routière, les règles de sécurité domestiques, enfin, dans tous les appareils domestiques, etc., il y a de plus en plus on essaye de réduire le risque au travail, L'objectif, c'est zéro accident. Oui, mais alors est-ce que c'est le risque ou c'est l'aléatoire? Parce que distinguons les deux. Le risque, c'est ce qui peut arriver dans une société aléatoire. Alors, dans une société où on a non pas supprimé le risque, mais l'aléa, j'ai oublié de le citer dans les catégories, mais effectivement, mais alors est-ce que ce que je dis, quel serait l'élément vivant, attirant dans une société sans aléa? Est-ce qu'on serait totalement satisfait d'être dans un monde sans aléa? Alors, réduire l'aléa, certainement. C'est-à-dire justement ce qu'on n'avait pas prévu. Maintenant, on s'assure au maximum. Est-ce qu'il reste un espace pour inventer? Prenons un exemple précis. L'invention, elle est toujours risquée. Est-ce qu'il y a des découvertes sans risque? Ma réponse est plutôt négative. Inversement, si on cherche à se protéger, à réduire tout aléa et par conséquent tout risque engendré par un aléa, les chances de trouver quelque chose de nouveau sont faibles. Justement, la recherche, c'est un monde. Alors, c'est pas un monde risqué au sens physique, mais c'est un grand monde risqué intellectuel. Ça dépend. Oui, bon, je pense qu'on a le domaine, mais dans nos domaines, c'est pas le problème principal. Mais cela étant, c'est une aventure risquée. Et si... Il y a la notion c'est très important, on peut ne pas vouloir supprimer l'aléa, penser que l'aléa fait partie de la vie, et qu'une vie sans aléa, ça serait une vie terne, mais supprimer le risque lié aux aléas. Par exemple, quand les gamins, maintenant, ils ont tous un casque pour faire du patin à roulettes, ou du vélo. Alors moi, quand je faisais du vélo, j'avais pas de casque. Aucun enfant ne portait un casque pour faire du vélo il y a quelques dizaines d'années. Maintenant, ils en ont presque tous. Oui.
ils vont quand même se casser la gueule à vélo, mais on réduit le risque lié à cette valeur. Et la tendance, c'est de ne pas supprimer les aléas, mais de supprimer les risques liés aux aléas. Donc jusqu'au Oui, bout, on peut aller. exact. Si C'est je peux ces me deux permettre, notions différentes. ce que vous dites me fait penser à ce dont quand on fait de la science politique, c'est un des premiers trucs qu'on apprend, c'est cette balance entre sécurité et liberté. Donc, je crois qu'on est un peu dans ce même type de balance où finalement, à force de vouloir conjurer le risque au maximum, eh bien, on réduit aussi les libertés. Et je pense qu'au bout d'un moment, la balance sera suffisamment déséquilibrée pour peut-être faire en sorte qu'on retourne, qu'il y ait un retour au risque quelque part. Et c'est là où je pense qu'il y aura peut-être un changement de représentation, parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais, moi je pense, en tout cas dans mon domaine, le risque est vraiment perçu comme quelque chose de négatif. Or, encore une fois, je me pose la question, est-il nécessairement négatif? Je pense qu'on a eu la réponse. Et pourquoi est-il justement si négatif aujourd'hui? Qu'est-ce qui pousse nos décideurs, nos journalistes, tous ceux qui participent au débat public à présenter le risque comme étant quelque chose de négatif? Alors, moi je crois, et en fait c'est pour reprendre un petit peu ce que vous venez de dire, le fait est qu'aujourd'hui on connaît de plus en plus de risques. C'est pas forcément qu'il y en a plus, mais on en a plus conscience. Et aussi, je pense que les citoyens sont mieux formés à les comprendre et éventuellement les appréhender. Donc il y a cette conscientisation quelque part du risque, qui vient, selon moi, s'ajouter à ce qu'on pourrait appeler très simplement une complexification du monde, mais une complexification du monde qui est due notamment justement à cette démultiplication de nos savoirs. Parce que désormais on voyage, parce que désormais on se rend compte que, ah tiens, dans une autre culture, un même objet va être appréhendé d'une façon complètement, radicalement différente de la nôtre. Ça encore, ce sont des choses qui viennent heurter nos représentations dominantes, qui viennent heurter certaines choses qui allaient de soi avant, sans qu'on s'interroge plus. Et donc, le fait est que cette complexification de nos représentations fait, je pense, en tout cas, suscite une certaine crainte, parce que, comme n'importe quel être humain, ce qu'on ne connaît pas nous effraie toujours un peu. Oui, alors, cette crainte, mais qui peut aller jusqu'à une peur, effectivement. Alors moi, j'aurais également un autre facteur de l'augmentation de la perception du risque, c'est le fait que, par nos connaissances, par exemple, on a plus de changement. Et le changement, parce que nous avons un côté aussi habitude, trouble nos habitudes. Et ces troubles d'habitude créent l'éveil d'un risque. Et on a un exemple global intéressant. On commence à prendre conscience du risque climatique parce qu'on a d'abord pris conscience du changement climatique. Tant qu'on ne savait pas que le climat changeait, on disait les saisons se répètent, il y a des hivers plus froids, des hivers plus chauds, etc. Progressivement, on a observé, on s'est dit, tiens, c'est curieux, c'est pas tout à fait pareil, grâce aux données. Et à ce moment-là est arrivé ce qui a été du reste par les climato-sceptiques au début contestés, on dirait que bien sûr, etc. Et à un certain moment, on a décollé, qui ne fait pas simplement la connaissance, c'est notre conscience de la connaissance qui a dit « Ah, mais attendez, le climat est en train de changer. » Et à ce moment-là, le risque climatique est apparu. Avant, le terme du risque climatique. Or, avec le risque climatique, il y a l'angoisse, essayons de nous préserver, etc. Donc, l'exemple que je prends est me semble-t-il, illustratif de cet enchaînement. Nouvelle information, changement, notion de changement. Le temps T0 plus 1 n'est pas le temps T0, et n'est pas la répétition du temps T0 ou T0 moins 1. Or, pour reprendre une transposition au niveau des civilisations, de l'histoire, etc., effectivement,
il fut une époque que nous n'avons connue ni l'un ni l'autre, même si je suis le vieux, qui est, les choses restaient ce qu'elles étaient, etc. On vivait dans un monde répétitif et connu. Et là, maintenant, c'est beaucoup moins. Cette conscientisation, justement, du changement et du risque crée, justement, un nouvel éventail de choix. Et là, on en revient. Oui. Si on n'identifie pas ce risque-là, il n'y a pas de question de choix qui se pose ici. Là, désormais, il y a cette conscientisation du risque qui fait émerger un panel de choix à prendre face au risque. Donc, un choix et une décision. Donc, le lien étroit, risque-décision, qui était le choix. Et choix. Choisissez-vous telle société plutôt que telle autre. Mais pour ça, il faut avoir des options. Et pour avoir des options, il faut avoir suffisamment d'informations. Y a-t-il d'autres Est-ce que vous avez des questions? questions, suggestions? Pièce au débat. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais du coup, le rapport avec le choix, il y a tout choix, toute décision va entraîner des conséquences, positives ou négatives, donc comporte le risque, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais il y a des décisions qu'on doit faire à cause d'un risque qu'on a perçu, comme ce que vous venez de dire, Oui. le changement climatique. Donc, est-ce que c'est des choix différents? Est-ce que le risque face au choix, c'est la même chose que le choix face au risque? Oui, je comprends. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a entraîné le mécanisme? Est-ce que... je comprends votre question. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un choix qu'il y avait une prise de risque? Ou est-ce que l'apparition d'un risque vous contraint à choisir? C'est pas simple. Du coup, la décision... Oui, et est-ce que la décision fonctionnera de la même manière? C'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'une décision qu'on prend pour faire Oui, je comprends. s'évalue différemment? Est-ce que les risques d'une décision qu'on prend face à un risque s'évaluent différemment? Moi, je dirais que ça dépend des domaines. On parlait plutôt du fait qu'on a des instruments qui nous permettent de mesurer de manière un peu plus précise que dans d'autres domaines. Par exemple, dans mes domaines, je serais très sceptique quant à la proposition de théoriser le développement de certains risques et donc d'être capable de mettre en œuvre des mesures qui nous permettraient d'anticiper un risque politique ou un risque terroriste, par exemple. Je pense après, dans des domaines peut-être plus mathématiques, on dispose d'instruments qui nous permettent de réagir différemment face à cette notion de risque. Et là, encore une fois, c'est la question de comment on appréhende la notion de risque. Est-ce qu'on l'appréhende comme un changement brusque, un changement incertain mais prévisible, un changement incertain mais ou imprévisible, et donc on en revient à la catégorisation initiale. Donc je pense pas qu'il y ait de réponse globale à votre question. Je pense que tout dépend du contexte dans lequel on se situe et de l'objet que l'on va traiter. Allez. Il y a une question. Oui, c'est une question qui... Vous parlez assez fort parce que vous êtes plus loin. Très bien, je me suis mis derrière près du chauffage. J'avais une question qui rebondissait un peu sur ce qui vient d'être dit. Plus pour vous, monsieur, comment les économistes évaluent le risque? C'est-à-dire, d'un point de vue par exemple financier, on parlait d'instruments, ça va parler d'instruments. Nos décideurs publics sont quand même guidés par une forme de rationalité économique pour prendre des choix, pour faire des choix, pour prendre des décisions. Comment on mesure le risque? C'est-à-dire comment on mesure des choses qui ne sont pas arrivées? Donc ça, c'est une question qui m'interpelle. Je voulais savoir comment les économistes travaillent autour de cette question. Bon, alors, d'abord, ils travaillent avec des instruments de mesure. Bon, les instruments de mesure sont les mêmes pour tout le monde, sauf il y a des modèles distincts, mais grosso modo, comme les assureurs d'ailleurs, mais avec d'autres fins, c'est les séries. Alors, on part de l'idée qu'il y a une... Alors, ça, c'est très intéressant parce que quelle est la limite de cette approche? L'intérêt de l'approche, c'est qu'on a des échantillons longs. L'inconvénient de l'approche, c'est que par définition,
on suppose des répétitions. Donc on ne peut jamais prévoir quelque chose de totalement nouveau. D'où une difficulté qui est enserrée dans un flux continu, la nouveauté. Ça c'est une difficulté. Alors il y a des techniques plus fines, il faudra un tableau noir pour aller plus loin, mais en gros, oui. Alors ce qui intéresse le financier, en dehors de ça, c'est de trouver statistiquement une riposte à ces risques. Et la riposte classique, mais là-dessus, il y a eu un prix Nobel qui, du reste, a été récompensé pour ça, c'est de diversifier ces risques. C'est l'idée du portefeuille. En d'autres termes, ne pouvons pas attaquer chaque risque indépendamment, vous prenez des combinaisons de risques et vous cherchez un optimum du côté de l'organisation de vos actifs. Et la théorie du portefeuille optimal, qui a été reprise depuis, est connue. L'idée est intéressante, c'est l'idée que chaque risque individuellement ne peut pas faire grand-chose, au mieux l'anticiper. En revanche, pour lutter sur leurs effets, c'est très rare qu'un risque soit, dans la gestion, soit unique, et vous allez essayer de trouver un panier qui minimisera l'effet négatif de chaque risque. Et tout le travail, il est dans le regroupement. C'est intéressant pour vous, puisque ça, c'est un instrument qui a été transformé depuis, mais qui est l'instrument de base du gestionnaire de fortune. Donc, je veux dire, du financier. Alors, là-dessus, des calculs de plus en plus élaborés. Mais l'idée de base, elle est celle-là. L'idée de base, c'est qu'un risque unique, c'est pas possible. Maintenant, une combinaison de risques ou de titres ou d'engagement, là, vous pouvez le réduire. Vous voyez, vous prenez un peu de ça, et vous regardez. Alors, évidemment, si, dans certains cas, tous les facteurs peuvent se rencontrer au mauvais moment. Alors, en revanche, il y a aussi une dynamique du risque qu'on a vu chaque fois. Quand vous avez une crise, ça commence sur un point et ça va se propager. C'est comme l'incendie, le risque se propage. Alors, deuxième question, est-ce qu'on dispose aujourd'hui d'instruments de mesure de propagation? On en a certains, mais c'est assez imparfait. Sans ça, alors, si vous comparez les grandes crises financières, comparez 28 et 2008. Alors, je ne veux pas faire un cours d'économie financière, mais le type de propagation n'a pas été le même, et surtout, le traitement non plus. Mais est-ce que, pardon, je rebondis, est-ce que le traitement n'a pas été le même parce qu'on disposait de nouveaux outils? C'est-à-dire que le risque n'était pas le même, et surtout, la connaissance avait progressé. Oui. Les Keynésiens étaient passés, peut-être trop, mais enfin, c'est autre chose. Et sur le long terme, il n'y a pas de risque financier. Qu'est-ce que vous voulez entendre par pas de risque? Le creux de 1929 et celui de 2008, il a été complètement effacé. Oui, mais enfin, pas tout de suite. Non, mais je dis sur le long terme. Oui, le très long terme. Très long terme. Alors là, il y a une autre question qui était la théorie des cycles. Aujourd'hui, ils sont tout de même largement... D'ailleurs, ce qui faisait l'agrément de la théorie des cycles, c'est la régularité. Alors, on a effectivement des cycles. Ça, en macroéconomie, on passe de la micro à la macro. En revanche, leur régularité, moi, quand j'étais étudiant, on me disait qu'il y avait le cycle de l'investissement, le cycle long de Juglar, etc. Aujourd'hui, il y a toujours des cycles, donc des mouvements réguliers, mais leur régularité me semble perturbée. Voilà. Mais ça reste, pour répondre à l'autre question, la référence au cycle économique, à des cycles économiques reste exacte, enfin reste une. Dans la panoplie des instruments, il reste. Vous avez raison. Alors vous voyez, in the long run, peut-être que... Bon. J'ai travaillé pour l'Air Liquide, si on regarde la courbe sur 50 ans, c'est ça. Oui. C'est une pente assez forte. Oui, qu'elle est à la croissance. À la croissance. On voit des petits creux. C'est vrai. En 2008. Sinon,
Ah oui, ça. Après, il n'y a pas de risque si on n'a pas besoin d'argent au moment T ou justement il y a le. Ah oui, voilà, c'est ça le problème. Donc on vit aux États-Unis et la retraite là-bas, ça se passe totalement en termes de cotisation, d'investissement, pardon. Et du coup, si on part à la retraite en 2008, pendant 5 ans, on ne peut pas vivre correctement parce que notre argent a. Bien sûr. Oui, absolument. Ah, ça, les fonds. Oui. Donc il y a toujours un risque. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je voudrais revenir sur le risque terroriste. Oui. J'ai plus peur en prenant ma voiture que du risque terroriste. Et vous avez raison. Mais vous avez Je raison. me dis, je ne vais peut-être pas arriver, chaque fois que je prends ma voiture, il m'arrive de penser que je ne vais peut-être pas arriver à bout de mon voyage. Absolument. Alors que quand je vais dans les rues de Paris, le risque terroriste. La différence que vous avez avec le risque terroriste, c'est qu'il est collectif. Ouais. Et donc, non, mais il est collectif dans le sens où c'est un outil quelque part. Alors, je dirais, les stratégistes diraient que c'est un outil dans un rapport du faible au fort, un petit peu quelque part. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de moyens, mais les conséquences, elles sont infiniment efficaces. Parce que le but, c'est de déstabiliser la communauté qu'on vise. Donc là, en l'occurrence, ça peut être une communauté nationale, ça peut être plein de choses différentes. Et donc le but étant de susciter l'émotion, de susciter la terreur. La panique. Tous ces éléments qui nous empêchent de rationaliser ce qui se passe, quelque part. Mais là l'information joue beaucoup. Parce que dans un passé qui n'est pas si lointain, un attentat à un endroit précis n'était pas communiqué immédiatement à l'ensemble de la population. Aujourd'hui, vous allez voir, parce que vous le savez immédiatement. Disons que, et au-delà de ça, il y a un autre phénomène, selon moi, qui joue, et notamment depuis le 11 septembre 2001, je dirais, c'est cette transnationalisation du terrorisme. Là où en fait le terrorisme, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Hein. C'était, si on fait justement une généalogie, on pourrait éventuellement impliquer les assassinats politiques peut-être comme des attentats et donc des actes terroristes. Mais là encore, il y a des débats entre les experts. On peut remonter aussi au kamikaze. Hein. Le terme de kamikaze, c'est un mot qui vient du japonais. Enfin, oui. Donc il faut voilà, il y a une espèce d'hystérisation aussi autour de ce phénomène en ce moment, où on oublie qu'il ne s'agit pas du tout d'un phénomène nouveau, que le but précisément de ces actions, c'est de susciter la peur, avec finalement très peu de morts au final. Alors, ça pourrait être mal interprété, mais comme vous le dites, il y a beaucoup plus de morts sur les routes que de victimes de terrorisme en France en tout cas. Donc c'est des choses, si vous me dites qu'effectivement vous avez plus peur quand vous prenez votre voiture, je vous dis oui, vous avez raison. Parce que vous avez en réalité beaucoup plus de risques de perdre la vie dans un accident de voiture que dans un attentat terroriste en France. Toujours sur le risque terroriste, il paraît peut-être difficile à estimer, mais en tout cas il est mesurable, on peut faire des statistiques dessus, je pense. Et à côté, quand on doit choisir de faire des politiques pour répondre à ça, le risque par exemple de se retrouver dans une société de surveillance, etc., est pareil, intrinsèquement impossible à mesurer. Alors, je suis pas sûre de comprendre votre question. Ce que je veux dire, c'est comment est-ce que les politiques arbitrent entre quelque chose où la solution va toujours être plus de sécurité pour limiter le terrorisme, et de l'autre quelque chose où on peut... Mais justement, ce que vous dites, c'est que les statistiques nous montrent qu'en réalité, c'est une menace qui n'est pas la menace la plus grande qui pèse sur nos sociétés. Oui, je suis d'accord. Mais par contre, c'est la menace contre laquelle on met on met énormément de moyens aujourd'hui. Que ce soit dans le fait de mobiliser l'arsenal législatif. Hein. Il faut savoir que depuis 2012, on a plus d'une dizaine de lois qui sont venues modifier nos lois à cause de la question du terrorisme.
en redonnant des moyens de surveillance, en redonnant des moyens à la police, mais également dans nos choix de projection à l'étranger. Tout ça, il faut comprendre que c'est nourri par cette idée qu'on doit se prémunir de ce risque qui semble immense. Alors, parce que justement, on n'arrive pas à quantifier les effets négatifs de ce genre. Alors, les effets négatifs, alors c'est très compliqué effectivement de les quantifier, mais il y a un certain nombre de chercheurs, en tout cas, qui ont démontré que les effets pervers et négatifs. Moi-même, j'ai participé à une étude sur justement l'impact des politiques antiterroristes et contre la radicalisation sur les populations dites musulmanes en France. Donc c'est une étude qui a quand même été une étude sur 2 ans. On a mis quand même 1 année juste pour confectionner notre questionnaire, qui a été testé, etc. Enfin, on n'a pas balancé un questionnaire comme ça. Hein. C'est pour vous dire que voilà, nous on a une démarche scientifique, donc on essaye justement de se prémunir d'un certain nombre de biais qu'on peut retrouver dans un certain nombre de sondages, et notamment sur aussi la catégorie. Qu'est-ce qu'un musulman en France aujourd'hui, sachant que la Constitution aussi ne permet pas d'avoir accès à des chiffres très spécifiques comme on pourrait l'avoir par exemple aux États-Unis, où aux États-Unis, vous pointez quelque part quel type de groupe vous vous identifiez. Là c'est un petit peu plus compliqué, donc voilà, pour vous dire, c'est une étude sur 1 an, et, très sérieuse, qu'on a ensuite confiée à un institut de sondage qui pour le coup aujourd'hui sont les seules institutions qui sont en capacité de pouvoir questionner la population de manière significative. Nous, on n'a pas les moyens, chercheurs, on ne va pas faire du porte-à-porte, on ne va pas appeler au hasard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une population et un échantillon représentatif de la population française. Et à partir de là, on a des résultats qui sont vraiment édifiants, en fait. Qui sont édifiants en matière de perception de la discrimination, parce qu'on ne peut que mesurer ça, nous, scientifiques, on peut pas... C'est presque impossible aujourd'hui de mesurer est-ce qu'il y a vraiment discrimination. Là encore, ça reste de l'ordre de la perception, donc on distingue bien ça. Qu'est-ce qui relève de la perception, et puis est-ce que, donc nous, ce qu'on avait élaboré dans notre questionnaire, c'était d'essayer justement de mesurer dans quelle mesure, finalement, ces lois-là, elles conditionnent un changement de comportement. Et en fait, c'est assez édifiant. C'est-à-dire qu'on a toute une partie de la population qui, mais sans en être conscient, c'est-à-dire que la façon dont le questionnaire avait été abordé et présenté, normalement ils n'ont aucune idée de ce sur quoi porte in fine le questionnaire. L'idée c'était vraiment d'avoir une réponse des plus sincères et sans forcément faire un lien de cause à effet, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple pour vous dire qu'il y a des études qui sont quand même assez précises, qui demandent du temps, qui ont été vraiment mesurées. Le problème qu'on a, nous, aujourd'hui, scientifiques, c'est que ces études-là, elles ne sont absolument pas prises en considération par les pouvoirs publics. Je pense aussi à une autre étude qui avait été faite par l'INED. L'INED qui, elle, justement, s'était aussi intéressée aux discriminations en France, qui avait essayé de mesurer les discriminations. Pareil, avec des outils, on fait du quantitatif, mais on incorpore beaucoup d'outils qualitatifs pour être capable de se prémunir d'un certain nombre de biais, justement, dus aussi à notre perception, à notre représentation. Est-ce que c'est qu'un musulman ou ce que n'est pas un musulman? D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur ce sujet-là. On l'avait confié à un institut de sondage qui a omis une des lignes qu'on avait vraiment spécifiées sur comment on allait catégoriser la catégorie dite musulman. Et donc, en fait, on avait posé des questions sur est-ce que vous considérez musulman, juif, catholique, protestant. Donc, voilà, il ne s'agissait pas de demander est-ce que vous êtes musulman ou pas, hein, c'était pas ça. Donc, il y avait ça. Est-ce que vos parents sont musulmans? De quel pays vous venez? Est-ce que vous êtes né dans un autre pays? Est-ce que vos parents sont nés dans un autre pays? Il y avait ce genre de questions. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que nous, on avait dit, vous retenez que les personnes qui se disent musulmanes. Ou éventuellement, musulmanes, ça peut être de culture musulmane, ça peut être des pratiquants, ça peut être aussi des non-pratiquants. Mais voilà, nous, on avait tranché, après de vifs débats entre nous,
sur comment on allait catégoriser cela. Et l'Institut de sondage a décidé d'incorporer des personnes dont un des parents était musulman. Alors que ces mêmes personnes avaient répondu à cette question, je suis athée, je ne suis pas musulman. Mais c'est intéressant de voir aussi comment on catégorise et qu'est-ce qu'on met derrière ces catégorisations. Donc voilà, c'est ce petit exemple pour vous dire que c'est très compliqué aujourd'hui sur ces sujets-là qui en fait qui passionnent. Enfin, il y a pas de, c'est difficile de raisonner et de dépassionner ces questions-là, tant ils suscitent de l'émotion et de l'émoi, et aussi, je pense, parce que c'est un instrument politique absolument fantastique pour un certain nombre de dirigeants. C'est un peu dur de résumer tout ça en quelques minutes, mais... Vous avez un autre spécialiste des questions de terrorisme qui pourra peut-être compléter, Julien Fragnon, mais c'est ça qui est assez compliqué, c'est que, comme je disais, il y a cette temporalité, on en revient encore à ça, et les pouvoirs publics sont contraints par cette temporalité et ils doivent en tout cas montrer aux citoyens qu'ils sont dans l'action. Et que face à une urgence qui est identifiée par tout le monde, parce qu'il y a cette peur irrationnelle qui arrive, eh bien il faut agir, et donc parfois c'est ça qui est assez compliqué, je pense, sur ce sujet-là, c'est que on agit, vous voyez, enfin l'état d'urgence, une journée après seulement les attentats, 3 jours après on nous annonce qu'il y a des changements de nationalité, et à un moment donné, ça manque un peu de rationalité tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tout ça, justement, le fait que l'État, les pouvoirs publics investissent plus sur le terrorisme, c'est pas une question de responsabilité en quelque sorte? L'aversion au risque, je dirais, c'est plutôt causé par la peur d'avoir la responsabilité. Par exemple, M. Macron, ou n'importe quel président, s'il investit autant sur le terrorisme, c'est sûrement parce qu'il sait que s'il y a une attaque terroriste, il va être jugé comme responsable de ne pas avoir agi. Tandis que, par exemple, si quelqu'un a un accident de voiture, personne ne va dire « Ah, c'est la faute des pouvoirs publics de ne pas avoir répondu à ça ». Contrairement au monsieur qui a participé tout à l'heure, probablement pour Macron, il a plus peur de la menace terroriste, du risque terroriste, que du risque d'accident de voiture. Par contre, dans son cas, il sait très bien que s'il est impliqué dans un accident terroriste, c'est pas de sa faute. Voilà. Il était quelque part au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est pour ça qu'il n'y pense pas tellement. Par contre, sûrement un accident de voiture, il serait potentiellement jugé responsable. Et donc c'est justement, on évite les risques pour éviter d'être considéré comme responsable. Et surtout dans cette société actuelle où toutes les communications vont très vite, etc., on peut être la risée ou la cible de... Alors, il y a un autre élément qui est particulier ici, c'est que dans la philosophie et la sociologie historique de l'État, de la constitution même de ce que c'est qu'un État, eh bien l'État effectivement a la responsabilité de la sécurité des citoyens. Là je vous renvoie à vos vieux cours de philo, c'est l'idée que c'est le contrat social en fait, hein, c'est cette idée qu'on va abandonner un petit peu de notre liberté pour que l'État, enfin cet organisme-là va venir assurer notre sécurité individuelle. Donc en cela, tout ce qui concerne notre intégrité physique, elle est de la responsabilité, quelque part, de l'État lorsqu'il s'agit de la question, justement, de la sécurité, de la défense, etc. Donc il y a une responsabilité beaucoup plus lourde que sur d'autres sujets, en effet, lorsqu'on parle de terrorisme, par exemple. Mais la question de la sécurité routière, par exemple, pareil, est un sujet qui est quand même, je pense, assez pris en charge par les pouvoirs publics, et qui a fait d'ailleurs un peu parler de... Non, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'en dehors de la dimension sociopolitique, il y a un problème intéressant dans ce que vous dites tous les deux d'ailleurs, c'est que la perception du risque, elle est personnelle. Et par conséquent, elle est fonction de votre propre fonction dans la société. La perception du risque d'un homme d'État ou d'un avocat, ou même la mienne par rapport à la vôtre, ce ne sera pas la même.
si vous prenez plus la voiture, si vous prenez pas... Par exemple, votre peur du risque qui est basé sur la même information, quelqu'un qui ne prend jamais sa voiture, qui prend le train, il l'aura pas, ou très peu. Bon. Donc, il y a une traduction du risque qui est singulière pour chaque personne en fonction de sa position, de ses habitudes, etc. Alors, effectivement, pour Macron ou pour un risque terroriste, c'est une catastrophe politique. En revanche, le risque que vous avez, vous, c'est vous-même d'y rester. Mais c'est pas... Si vous y échappez, bon, ça vous intéresse de plus loin. Donc il y a un problème de proximité personnelle au risque et qui est réellement individuel. Donc paradoxalement, un risque collectif est très individualisé. Ce qui est très intéressant, parce que on dit ah bah c'est collectif. Non, vous allez le percevoir différemment selon la position que vous occupez. Madame Pérez, est-ce que par exemple le Mexique avec ses 35 000 homicides par an, est-ce que vous avez des échanges sur ce type de choses? C'est un risque réel? Alors moi je vous avoue que je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne m'avancerai pas là-dessus, mais... C'est un vrai risque, quoi. Mais le bien risque sûr, de... c'est... Le Mexique, un nombre d'homicides qui est absolument effarant. Oui, mais par exemple, c'est le type de risque qui est pour le coup qu'on peut anticiper plus qu'une attaque terroriste. Oui. L'attaque terroriste qui joue justement sur la surprise, sur le côté inattendu, sur le côté... c'est-à-dire que plus on va essayer de l'anticiper, plus lui, il va s'adapter à la façon dont on essaye d'anticiper ce risque-là, et plus il va se mouvoir et se transformer pour trouver les autres failles, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne en fait. Et c'est là où c'est très compliqué à faire. Enfin, c'est un risque extrêmement compliqué à anticiper. Alors que là, dans la situation où on a effectivement une question d'homicide, etc., on sait très bien, quelque part, on sait en tout cas comment on peut le réduire, parce qu'on a des exemples d'autres pays où il n'y a pas autant d'homicides. Alors pourquoi dans un autre pays il y a moins d'homicides que dans celui-là? Je pense je ne suis pas spécialiste du Mexique, mais je me doute qu'il y a un certain nombre de corruption, etc., qui jouent un rôle assez important. Il y a un problème qui est très intéressant, alors qui est américain, celui-là que vous connaissez tous, c'est le fait de l'accès aux armes de tout le monde. Et le débat avec la position de Trump en disant pas du tout, il faudrait que tout le monde soit encore plus armé. Bon. Et alors, vous avez vu récemment sur cette question, les Suisses ont fait une petite machine arrière, puisque les Suisses avaient, dans des conditions institutionnelles différentes, gardaient leurs armes de leur service militaire et donc avaient un accès aux armes individuelles beaucoup plus large. Et les votations de l'ensemble des cantons a été de le réduire, aussi pour s'entendre avec la règle communautaire européenne. Mais ça, c'est un vrai débat. Le problème du port d'armes et le risque du port d'armes. Le risque d'autant plus important, et alors là aussi, il est encore pire, par certains côtés, c'est qu'on peut trouver une rationalité irrationnelle à quelqu'un de radicalisé. Mais la rationalité du dément, or, un nombre très élevé de ces tueries, rétrospectivement, on a étudié, c'était des déments. Et le dernier, d'ailleurs, de l'autre jour, il a tué comme ça. Il n'était pas content, il n'a même pas regardé les personnes qui tuaient. Il a tué 15 personnes. Or, statistiquement, ça m'a un peu intéressé, le nombre de déments qui créent des carnages est extrêmement élevé aux États-Unis. Mais il n'est pas qualifié de terrorisme, c'est la différence. Non, c'est autre chose. Non, mais pourquoi? En fait, ça s'explique juridiquement. C'est-à-dire que aux États-Unis, le terrorisme est forcément lié à une entreprise qui est une entreprise étrangère. Donc, c'est pour ça que les différents massacres, qui sont en fait des purs actes de terrorisme, puisqu'il y a une idéologie derrière, qui est parfaitement explicitée, avec souvent même des réseaux, voilà. Mais par contre, vu que ce n'est pas une entreprise en lien avec une autre entreprise étrangère, ce n'est pas qualifié juridiquement de terrorisme.
Donc c'est vraiment une question de sémantique, encore une fois, et surtout d'un enjeu qui est très important dans la communauté internationale, qui est de la définition du terrorisme, de sa catégorisation, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'existe pas de consensus sur ce qu'est le terrorisme. Il y a plus de 130 définitions officielles du terrorisme. Donc il faut se rendre compte que là-dessus, déjà, c'est aussi pour ça qu'il n'existe pas, à proprement parler, véritablement de politique transnationale antiterroriste. Là où il y a un terrorisme qui, lui, est transnational. On arrive sur la fin. On va Oui. prendre encore peut-être une ou deux questions. Est-ce qu'on a encore le temps? 5 minutes. 5 minutes, top chrono. Est-ce qu'il reste une question? 2, même. Je me demandais, face au risque que vous évoquiez au début de la conférence, qu'on a toujours une réaction. Alors que, par exemple, on peut imaginer sur les marchés financiers où la meilleure réaction, c'est de ne rien faire. Et pourquoi, comment on en est arrivé à... Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce qu'on a toujours réagi comme ça face au risque? Ou alors, est-ce que ça vient de l'évolution de la société ou ce genre de choses? Et voilà, je me demandais, est-ce que le fait de ne rien faire serait considéré, et peut être considéré comme une réaction, mais face au risque terroriste, comme vous disiez, il a tout de suite fallu montrer qu'on réagissait, et quelle que soit la réaction, la priorité n'a finalement pas été de réagir par rapport à des études universitaires, ça a été de réagir par rapport à la communication. Ce qu'a fait une anecdote qui m'est apparue, c'est que Hollande, quand il est arrivé sur le site de l'attentat, il est venu avec son conseiller en communication. Donc c'est bien de montrer qu'on agit. Et comment on en est arrivé là, en fait? Sur le problème du marché financier, ce qui a beaucoup fait changer les choses, c'est que pour les opérations courantes, elles sont quasiment automatiques. C'est-à-dire que vous avez, dans ce domaine, bien avant les autres, des systèmes de réponse d'algorithmes. Quand ça a avancé de temps, vous faites tant. Donc, le trader n'agit qu'à partir d'un certain niveau. Et en principe, pour le courant, il laisse tourner la machine. Alors, est-ce que cet effet, la vraie question, pour voir s'il y a un changement, est-ce que cette automatisation d'une grande partie des réactions sur les marchés financiers a transformé le cerveau des prises de décision? La question est ouverte. Effectivement, quand il y a une répétition, est-ce que finalement, ça ne peut pas créer, après, l'idée on laisse courir, oui, dans un premier temps, on laisse courir. Mais à un moment, quand on a laissé courir trop longtemps, on va surréagir. Et j'ai plutôt le sentiment que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on ne réagit pas au coup par coup, hein, un petit peu, mais de temps en temps, il va y avoir un boom. Sur une information parfois très éloignée. Enfin aussi, ce qui est amusant, c'est que parfois, le déclencheur est une information très éloignée du domaine donné. Mais subitement, on a peur, on voit que les autres ont peur, mais probablement la règle de fonctionnement de la réaction au risque financier s'est modifiée en fonction des facteurs techniques que je vous ai indiqués. Même sur les autres risques, il y a une tendance à réagir, à faire quelque chose. Oui. Alors, moi, pour essayer de... Je trouve déjà votre question très intéressante et en même temps très difficile. Je n'aurais pas, en tout cas, la prétention de pouvoir y répondre précisément, et je ne pense pas que scientifiquement, aujourd'hui, on soit en capacité de le faire. Par contre, j'ai quand même le sentiment que c'est plutôt dû à une espèce d'injonction de la responsabilité. Il faut être responsable aujourd'hui. Il n'y a plus place à l'aléatoire. Et on en revient finalement, encore une fois, au début de notre conversation.
C'est cette volonté de faire en sorte qu'il n'y ait plus de place à l'aléatoire. Donc s'il n'y a plus de place pour l'aléatoire, il faut que ça rentre dans une catégorie de risque qui soit du coup potentiellement dont on peut se prémunir, ou en tout cas responsabiliser quelqu'un ou quelque chose. Et je pense que voilà, il y a ce lien dans une... On est, surtout en France, je pense, on est quand même dans une tradition juridique où le droit écrit est extrêmement fort, extrêmement présent. C'est un des droits les plus massifs en termes d'écrit. Et donc il y a, je pense, voilà, cette idée qu'il faut responsabiliser systématiquement. On ne laisse plus couler, comme vous l'avez mentionné, le fait que parfois il suffit de laisser couler un risque pour qu'en fait il n'engendre pas de nouveaux risques. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question? Une petite question. Une toute petite question. Oui. Question courte, réponse courte. Il y a un risque que la réponse soit très longue. Elle exige une réponse très longue. Effectivement. Eh bien, merci à tous d'être venus. Merci Monsieur Schmitt, merci Madame Perret. C'était hyper intéressant, c'était très riche. Je vous invite à regarder la programmation de l'ESPGG et on vous invite à venir à la désinauguration, donc le 13 juin, à partir de 18h30.